Alors, ce soir, j'étais invité dans une émission internationale of America afin de tenter d'assouplir la position du gouvernement à la suite des développements qu'on connaît et qui, le mois passé, ont vu les autorités du CNSP du Niger demander à l'armée américaine de se retirer de leur sol. J'étais dans cette émission où il nous a été demandé chacun de donner son analyse. Dans cette émission de Mohamedou Oumfa, il y avait 3 spécialistes. Votre serviteur, président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, association légale de droit malien, basée à Bamako. Il y avait le professeur Narcisse Tiki, Victor Tiki. Il y avait le professeur Mbodja, 2 universitaires africains-américains, enseignants dans les universités américaines qui intervenaient dans le débat. Et je m'en voudrais de ne pas vous faire écouter ce qui a été dit dans ce débat, avant de donner mes réactions. Parce que dans ce débat, j'ai eu accès à de nouvelles informations que je dois partager avec vous en vous faisant écouter le débat. Le débat ne dure pas longtemps, mais il faut que vous ayez entendu ce qui s'est dit. Soyons patients, parce que la liberté de l'Afrique n'a pas de prix. La paix, la souveraineté de l'Afrique n'a pas de prix. Donc je souhaite que dans un premier moment, nous écoutions ensemble ce qui a été dit dans cette émission, y compris ce que moi-même j'ai dit. Et je donnerai, au sortir de tout ceci, une conclusion. Un commentaire conclusif à propos de la relation nigéro-américaine. Parce que c'est de cela qu'il était question dans cette émission de La Voix de l'Amérique ce soir. Donc, avec l'autorisation d'ailleurs des journalistes de la rédaction de La Voix de l'Amérique, je vais diffuser l'émission débat qui s'est déroulée aujourd'hui, afin que nul n'en ignore, parce que certains d'entre vous ne l'ont pas entendue. Elle est passée en direct sur La Voix de l'Amérique. Mais des choses ont été dites dans cette émission, et surtout soyez attentifs à ce que diront les 2 Africains enseignants aux États-Unis, Africains d'origine, citoyens américains, à propos des conséquences de la décision du Niger de demander le retrait sans condition et sans délai de l'armée américaine. Je tiens à ce que le monde entier entende des Africains installés aux États-Unis parler de l'avenir de l'Afrique. Vous entendrez le point de vue de votre serviteur et vous entendrez le point de vue des 2 autres invités. J'ai l'émission ici sous les yeux. Je vais vous la faire écouter maintenant. Je vais vous la faire écouter maintenant. La voici. Mohamedou Oumfa dans l'Amérique et vous. Très bonne écoute sur VOA Afrique. À plus tard. Au revoir. I have a dream. It's one small step for man, one giant leap. Écoutez bien. Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme. Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Continuez à partager l'émission sur YouTube. Vous êtes plus de 4000 sur YouTube. Vous êtes près de 1000 sur TikTok. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans l'Amérique et vous, édition du vendredi 19 avril 2024. Vous êtes sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, la capitale fédérale des États-Unis. Ce soir, nous parlons de la coopération militaire entre les États-Unis et le Niger. Une délégation américaine est attendue la semaine prochaine à Niamey
pour discuter avec le régime du général Abdourahmane Tiani qui avait dénoncé mi-mars avec effet immédiat l'accord de coopération militaire avec Washington. Pendant ce temps, le 13 avril, des milliers de personnes ont manifesté à Niamey pour demander le départ sans délai des soldats américains basés dans le nord au moment où des instructeurs et du matériel russe arrivent dans la capitale nigérienne. Que se passe-t-il entre le Niger et les États-Unis? Nous en parlons avec nos invités, 3 professeurs. Le premier, c'est le professeur Franklin Nyamsi. Il est président de l'Institut de l'Afrique des Libertés. Bonsoir, professeur. Bonsoir à vous et bonsoir aux auditeurs de la Voix de l'Amérique. Bonsoir à l'ensemble de ceux qui suivent l'Afrique en éveil. Merci beaucoup, professeur, de nous faire l'honneur d'être là. Je rappelle que vous avez été reçu en décembre dernier par les autorités nigériennes avec à leur tête le général Abdourahmane Tiani qui vous a donc fait l'honneur de vous recevoir. Vous êtes un défenseur des régimes sahéliens au pouvoir et vous allez nous expliquer tout cela tout à l'heure. L'autre invité, c'est le professeur Mohamed Mbodj, professeur d'histoire au Manhattanville College University de New York. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Et merci beaucoup, professeur. Alors, le dernier invité, le professeur Lembetiki, il est professeur des sciences politiques à Fairfield University dans le Connecticut, ici aux États-Unis. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur Omfa. Voilà, on retrouve nos invités dans quelques instants pour les échanges. Voilà, on va commencer immédiatement en donnant la parole au professeur, à l'historien. Professeur Mohamed Mbodj, pour commencer, écoutez l'historien. Quel bilan pouvons-nous faire de la coopération, notamment militaire, entre les États-Unis et le Niger? Cette collaboration militaire a connu évidemment un saut qualitatif important dans les années 2010-2012, en particulier à l'occasion de la résurgence de mouvements séparatistes, des mouvements extrémistes et autres dans ces bandes sahéliennes que vous avez évoquées tout à l'heure. Et donc l'intervention américaine, c'était d'offrir une assistance technique. Excusez-moi, je continue. Pointue à partir du développement aérien, mais aussi d'offrir des sortes de troupes d'élite qui puissent engager le combat rapidement et de façon décisive et en comptant sur une logistique évidemment de premier ordre fournie par l'État américain. Donc, et pendant une dizaine d'années, même une douzaine d'années, c'est un peu comme ça que ça a fonctionné. Historien. Le Niger a certainement bénéficié d'aides militaires, d'aides budgétaires, etc., qui sont dans les centaines de millions de dollars. Certaines estiment que c'est entre 300, 400, à même jusqu'à 500 millions de dollars dans cette période. Donc, c'était très important pour le Niger, c'était très important pour l'équilibre politique, la stabilité et la sécurité pour le Sahel. Et évidemment pour les États-Unis, c'est une fenêtre qui leur permettait de continuer le combat qu'ils menaient contre Al-Qaïda, etc. ailleurs. Et donc, de mener ce combat là où, quelquefois aussi, ces groupes recrutaient des combattants qu'ils envoyaient ailleurs au nom de l'idéologie. C'est un historien. Merci beaucoup, professeur, pour ces précisions liminaires. Attendez. Alors, on va se retourner vers le professeur Franklin Nyamsi. Je l'ai dit, il s'est rendu plusieurs fois au Niger. Il a eu l'occasion d'être reçu par les autorités, les plus hautes autorités de transition au Niger. Alors, professeur, vous avez été au Niger, vous connaissez un peu le climat politique et social là-bas, et récemment, on a vu une manifestation des populations qui demandent à Niamey le départ des soldats américains. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une hostilité des populations vis-à-vis de Washington? Pourquoi, selon vous? Cours d'histoire. Oui, il faut situer la coopération militaire nigéro-américaine dans le temps long et remonter justement à ces années 2012 à l'occasion duquel un agreement entre l'État américain et l'État nigérien a été passé. À l'époque, il y avait à la tête de l'État nigérien le président Mahamadou Issoufou et à la tête du ministère nigérien des Affaires étrangères un certain monsieur Mohamed Bazoum.
l'accord de coopération qui est devenu un accord de défense de facto entre les deux pays prévoyait unilatéralement que les troupes américaines aient toute latitude pour opérer dans le territoire nigérien et participer, pour ainsi dire, à la lutte antiterroriste. Cet accord ne garantissait pas la réciprocité pour les troupes nigériennes sur le sol américain. Par ailleurs, il est important que vous notiez que l'événement majeur de la déstabilisation du sous-continent sahélien, à partir de 2010-2011, c'est la destruction de l'État libyen par la coalition de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, qui pendant 6 mois a bombardé la Libye, alors que les États-Unis sont dirigés par le président Obama, la France par le président Sarkozy et la Grande-Bretagne par le Premier ministre David Cameron. Pendant 6 mois, ils bombardent dans des conditions extra-légales, dans des conditions illégitimes la Libye. Et au bout du compte, le guide, le président libyen Kadhafi est assassiné. Tout ceci est fait au même moment que les organisations terroristes Al-Qaïda et État islamique envahissent la Libye, se servent dans les réserves d'armement de la Libye et envahissent le Sahel. De telle façon que le contentieux de la lutte antiterroriste au Sahel n'a pas commencé en 2024. Il a commencé dès 2010-2011, dès lors que l'alliance de l'OTAN se trouve avoir déstabilisé le Sahel et que les grandes puissances de l'OTAN, les États-Unis en tête, se trouvent avoir été les premières à se précipiter à offrir, dans une posture de pompiers pyromanes, littéralement, leur aide aux pays sahéliens qu'ils avaient déstabilisés en détruisant la Libye. Je vis en France et citoyen français depuis 2002. Je peux vous rappeler que j'ai suivi l'épisode de 2011. Il y a une réunion à Deauville en France, à 100 km de là où je me trouve en Normandie, où le président Mahamadou Issoufou dit ceci au président Barack Hussein Obama. Mr. President, please don't destroy Libya. Because if you destroy Libya, you will destabilize all Africa. Et Obama répond, no, we will finish the job. Monsieur le Président, ne détruisez pas la Libye, ne déstabilisez pas la Libye parce que c'est toute l'Afrique, et à commencer par le Sahel, qui vont s'effondrer. Et Obama, président des États-Unis, répond non, nous irons jusqu'au bout, nous allons achever le boulot. Donc, il y a une suspicion qui naît depuis 2011 contre l'OTAN, et en particulier les États-Unis, à propos d'une duplicité dans la lutte antiterroriste. Voilà. Et c'est sur le fond de cette suspicion que la doctrine de lutte antiterroriste a été changée au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il n'est pas possible de combattre Al-Qaïda et l'État islamique en s'associant aux forces de l'OTAN qui ont permis l'installation de ces organisations terroristes dans le Sahel. Mon cher monsieur, voilà le fond du problème. Réponse, il nous reste à peu près 16 minutes d'échange. Alors, professeur Lepetiki, on vient de comprendre d'où vient véritablement le problème, cette sorte d'hostilité qu'on constate vis-à-vis des puissances de l'OTAN, notamment les États-Unis. Alors, vous, est-ce que vous diriez qu'il y a une hostilité véritablement, et est-ce que cela explique la décision des autorités nigériennes de dénoncer l'accord de coopération militaire avec les États-Unis? Oui, merci de me passer la parole. Écoutez, mais je devais vous dire non. Un Africain. Ne vous fiez pas à ces manifestations de population certainement guidées à manifester contre la présence américaine au Niger. Je crois que là, il s'agit d'un réchauffement d'une recette qui a marché avec les troupes françaises, qui sont parties justement après que les populations soient sorties dans la rue massivement contre elles. La population peut être une arme redoutable contre toute présence perçue, définie comme occupante. Mais si vous lisez les rapports de Afrobarometer, qui fait et analyse les sondages des Africains sur plusieurs domaines, il est clair que les États-Unis ont un pouvoir d'attraction très important en Afrique, encore aujourd'hui, même dans les pays de l'AES, c'est-à-dire le Niger, le Burkina et le Mali. En ces années de grands bouleversements de l'ordre mondial, les Africains, les Nigérians donc, aimeraient nouer des partenariats de sécurité avec d'autres puissances militaires qui n'ont pas une histoire impériale dans leur ADN, je dirais, en Afrique. On ne peut donc pas les soupçonner d'avoir des intentions impériales. On ne peut pas soupçonner la Russie, par exemple, d'avoir des intentions impériales ou hégémoniques en Afrique. Par contre, les mêmes Africains aimeraient vivre dans des pays démocratiques. Le modèle politique pour eux n'est donc pas la Russie, mais les États-Unis et leurs alliés de l'Europe de l'Ouest.
Si vous voulez, ce sont encore les films américains qu'on regarde à Niamey, pas les films russes. Donc, il n'y a pas une hostilité de la population en tant que telle. Il s'agit d'un nouveau climat politique, d'un nouvel ordre mondial qui s'installe et les Africains, et surtout les Nigériens, réagissent par rapport à ça. Alors, on revient vers le professeur Franklin Nyamsi. Alors, professeur, vous avez essayé de baliser votre analyse en expliquant que la source du mal, c'est la déstabilisation de la Libye qui a eu du mal à passer dans les opinions publiques africaines. Alors, sur cette base-là, les autorités nigériennes, s'il vous plaît, je pense qu'il y a un petit bruit de fond. Essayez, s'il vous plaît, de ne pas faire beaucoup de bruit pour la qualité des échanges à l'antenne. Alors, je disais, professeur Franklin Nyamsi, que les autorités nigériennes ont donc décidé de transition, ont décidé de dénoncer cet accord de coopération militaire avec les États-Unis. Est-ce qu'il ne s'agit pas là, comme vient de l'évoquer le professeur Lembetiki, d'une tentative de manipulation vu le climat qui règne? Est-ce que la décision des autorités de transition résulte d'un constat d'échec de la collaboration avec les autorités américaines? Expliquez-nous cela, professeur. Chers messieurs et chers auditeurs de La Voix de l'Amérique, il faut que vous écoutiez très bien les choses du point de vue de ceux qui se basent sur les faits africains, le vécu africain. Le déchaînement des tambours de la France-Afrique. Écoutez. Alors, professeur, juste pour vous dire que il y a beaucoup de bruit. Essayez, s'il vous plaît, d'être stable afin qu'on puisse vous écouter religieusement. Allez-y, professeur. Pour ma part, je suis stable. Je pense que les autres devraient couper leur micro comme je le fais quand ils parlent. Voilà, ok. Il suffit que tout le monde coupe ses micros et à ce moment, on va avoir un très bon son. Allez-y, professeur, on vous écoute. Alors, il faut rappeler qu'il y a une histoire des interventions militaires américaines dans le monde qui n'est pas en faveur de la confiance envers la présence militaire sur le sol africain. Souvenez-vous de l'Irak. En 2003, l'Irak a été attaqué sur la base d'une fausse accusation américaine selon laquelle le président irakien Saddam Hussein développait des armes de destruction massive. Tout le monde sait aujourd'hui que Colin Powell avait menti et que l'Irak a été détruit par l'armée américaine sur des bases mensongères. Les interventions militaires en Serbie, les interventions militaires au Vietnam, le Sud global se souvient de la barbarie, de l'action militaire américaine face aux puissances qui ne se sont pas soumises à l'impérium, c'est-à-dire en fait à l'hégémonie du dollar, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de ce qu'on appelle plus largement l'American Way of Life. Il faut se souvenir que les Africains savent aujourd'hui, dans les campagnes, dans les villes, ils le savent dans les diasporas, que la campagne de l'OTAN contre la Libye est la source de la déflagration sahélienne. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Cameroun, le Tchad, le Nigeria, tout le golfe de Guinée ont été envahis par les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique à la suite de l'intervention américaine en Libye. C'est ça. Le président Barack Hussein Obama lui-même le reconnaît, que ça a été la plus grande erreur de sa carrière politique d'attaquer, de détruire la Libye. Je me désole qu'on ne veuille pas reconnaître que la déstabilisation de l'Afrique contemporaine a sa source dans cette campagne dévastatrice en Libye. Quand vous écoutez les opinions, et il faut également écouter les dirigeants, que disent les présidents Goïta, Traoré et Tiani, donc du Mali, du Burkina et du Niger? Ils disent qu'ils ont vécu sur le terrain en tant que militaires des expériences de la duplicité des troupes de l'OTAN. Et ce n'était pas que les troupes américaines. Oui. C'est le cas des troupes françaises dans cette région. C'est le cas des troupes de l'alliance de l'OTAN. Elles ont constamment joué la carte de la fragilisation du Sahel afin de justifier leur imposition. Enfin, n'oubliez quand même pas qu'il y a un commandement militaire de l'OTAN en Afrique. Mais il faut se poser la question, l'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Or, l'Afrique est dans l'Atlantique Sud. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y ait un commandement militaire de l'OTAN en Afrique? Que celui-ci s'installe dans l'Union africaine, dans la CEDEAO, qu'il veuille participer à l'ensemble des décisions stratégiques géopolitiques du continent sans que cela ne choque des Africains attachés au principe de souveraineté et de droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. Non! La déstabilisation contemporaine de l'Afrique fait partie de la théorie du chaos, de ce que Mme Naomi Klein
dans un très bel ouvrage sur le capitalisme du désastre, Disaster Capitalism, a expliqué. Il s'agit de fragiliser l'Afrique pour qu'elle soit toujours pourvoyeuse de matières premières moins chères, voire gratuites, pour les multinationales, pour le capitalisme international occidental et moyen-oriental. On vous a bien suivi. Les faits sont têtus. Voilà, on vous a bien suivi, professeur. Ce sont les thèses que vous défendez dans votre institut de liberté. Ouais. Alors, on va donner la parole à Lembeti, qui est au professeur Lembeti, qui va revenir au professeur Mohamed Mbodj. Alors, professeur Lembeti, Washington va maintenant envoyer une délégation de haut niveau à Niamey la semaine prochaine dans un climat que l'on vient de décrire. Selon vous, que recherchera Washington? Que peut faire Washington au moment où les États-Unis ne semblent plus la bienvenue dans l'opinion publique nigérienne? Que doivent faire les autorités américaines? Là, c'est les menaces. Oui, permettez-moi, Monsieur Moufa, de revenir un peu sur ce que le... Très rapidement, professeur. Ce que le professeur Yam s'est dit. En tout cas, il s'agit surtout d'éclairer un peu plus la lanterne de vos éditeurs. Il y a un contexte international. Vous avez l'ordre international est ce qui est un des éléments fondamentaux pour comprendre les agissements des États-Unis ou le comportement des États-Unis et d'autres acteurs, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Alors, dans un ordre international ou libéral, où les États-Unis étaient super dominants, on comprend pourquoi l'OTAN a pu intervenir dans le contexte libyen. Aujourd'hui, la situation est différente. On est dans un ordre mondial légèrement différent, mais en tout cas qui est en train de changer et qui expliquerait pourquoi ce ne sera plus possible. En tout cas, ce sera difficile pour l'OTAN de faire la même intervention. Mais personne ne nie que c'est l'intervention française, franco-américaine et britannique qui a causé la déstabilisation du Sahel. Très bien. En tout cas, qui a contribué grandement. Très bien. Alors, pour répondre à votre question plus directement, maintenant, les menaces. La politique de la carotte et du bâton, il faut s'en souvenir, c'est celle que Washington utilise de tout temps dans ses rapports avec tous les pays du monde en réalité. On peut donc s'attendre à une suspension de la coopération avec le Niger dans plusieurs domaines, notamment économiques. Bon, vous savez que le Premier ministre du Niger est allé à Washington récemment négocier avec la Banque mondiale, mais une banque bien installée dans la capitale américaine et bien sous influence américaine. La probabilité que le Niger reçoive seulement $1 trouvé de cette institution, véritable cerbère de l'ordre économique mondial, est très faible. Cette probabilité est très faible. Tant que la coopération militaire avec les États-Unis sera suspendue. Les États-Unis, il faut le noter, sont encore le pays le plus puissant du système international. Sur beaucoup de questions de la gouvernance mondiale, de la distribution des biens publics mondiaux, sa voix compte parfois double. Et les internationalistes, tous les internationalistes que je connais, vous diront que ce pays, les États-Unis, font toujours payer cash ceux qui s'opposent à leurs objectifs. C'est l'heure des menaces. Les autorités maliennes les autorités nigériennes doivent être averties. Il y aura des représailles. Vous avez entendu le président d'un pays plus important, récemment, l'Afrique du Sud, dire, pour ne pas la nommer justement, dire qu'il s'attendait, le président disait qu'il s'attendait à des sanctions pour avoir seulement porté plainte contre un allié américain, Israël, à la Cour pénale internationale, à la Cour de justice internationale. Alors je pense que les autorités nigériennes doivent s'attendre à des représailles si ils maintenaient, de toute façon ils ont déjà coupé la coopération militaire. Donc il faut s'attendre au pire. Alors, professeur Mohamed Mbodj, donc il y a cette délégation qui s'en va au Niger la semaine prochaine pour tenter de renouer les liens. À quoi faut-il s'attendre dans un contexte où on voit la Russie arriver quasiment en grande pompe? La Russie, c'était l'une des lignes rouges posées par Washington aux nouvelles autorités. Elles avaient dit faites tout, mais attention, nous ne voulons pas de la Russie ici. Quel est votre avis à ce sujet, professeur Mbodj? Alors, le professeur Mbodj, que nous n'avons... Alors, professeur Mbodj, je vous écoute. Voilà, donc je vais couper mon micro. Voilà, je disais que c'est certainement une mission de la dernière chance, d'une part. Deuxièmement, c'est une mission pour les opinions publiques pour dire que les États-Unis ont essayé de sauver les meubles, pour utiliser un langage ordinaire, mais aussi de dire aux autorités nigériennes, certainement le futur des relations entre ces deux pays. Donc mon collègue qui vient de parler
en a esquissé un mot à travers les interventions peut-être du FMI, de la Banque mondiale, où les États-Unis sont des actionnaires majoritaires. Mais il faut aussi noter qu'il y a une chose, qu'avec la déliquescence qui se passe en Libye, où il y a une très faible écoutez bien les menaces. Qu'il y ait un gouvernement national, une réunification, une normalisation, les États-Unis vont avoir les mains libres à avoir des alliés satellites donc dans le sud libyen en particulier, et d'y installer en fait les mêmes éléments logistiques qu'ils avaient au Niger. Je pense que les gens oublient que c'est une possibilité qui va exister et qui va faire, et que les Américains vont dire aux Nigériens, vous nous mettez dehors, mais nous allons installer notre matériel en Libye, qui d'ailleurs a l'avantage d'être un peu plus proche du Moyen-Orient, et donc peut-être que nous permettrons de couvrir une plus grande profondeur stratégique pour nos missions. Je pense que c'est ce que les Américains vont dire aux Nigériens dans quelques jours. Oui, alors merci beaucoup pour la concision. On va aller rapidement vers le professeur Franklin Nyamsi. Alors professeur, comment voyez-vous la politique que veulent mener les nouvelles autorités nigériennes? Est-ce qu'il s'agit simplement de remplacer le grand maître occidental, les partenaires traditionnels, la France, les États-Unis, par un nouveau partenaire, un nouveau maître qui serait la Russie? Rapidement, il nous reste 3 minutes. Bonjour et merci d'avoir suivi le décryptage du professeur Franklin Nyamsi. Et nous nous concentrons sur la dernière actualité dans la région. Les États-Unis ont annoncé un changement significatif dans leur politique de sécurité au Sahel. Plus de 1000 militaires américains vont quitter le Niger dans les mois à venir. Cette décision fait suite à des mois de tensions politiques et à la demande du leader nigérien. Le retrait américain intervient dans un contexte où le Niger a suspendu sa coopération militaire avec les États-Unis en mars dernier. Les nouvelles autorités nigériennes ont également mis fin à la coopération avec la France l'année précédente, ce qui a conduit au départ des troupes françaises de la nation ouest africaine. Pendant ce temps, les amis, la Russie renforce sa présence dans la région. Des instructeurs militaires russes sont arrivés au Niger pour former l'armée nationale, apportant également un système de défense anti-aérienne. Voilà pourquoi j'aime, franchement s'il faut dire, pourquoi j'aime la Russie. C'est des gens, quand ils sont là pour vous aider, ils font ce qu'ils peuvent pour vous. Par contre, il y a d'autres nations qui n'arrivent même pas à vous offrir une seule lunette nocturne pour bien voir les terroristes qui sont en train de s'aimer le chaos dans ta région. Alors, cela soulève des questions sur l'équilibre des pouvoirs et l'influence géopolitique dans le Sahel. Ces développements suggèrent un pivot stratégique du Niger vers le nouveau partenariat. Alors que les États-Unis et la France réévaluent leur position dans la région, la Russie semble prête à combler le vide laissé par leur retrait. C'était Africa Diverse TV avec un regard critique sur les changements des politiques de sécurité au Niger. Restez avec nous pour des mises à jour continues sur cette histoire en développement.